Ok, alors c'est parti. Donc ce soir, on va parler des états modifiés de conscience, particulièrement appliqués au domaine sexuel, donc BDSM ou Sexpo, parce que c'est quelque chose qui peut s'y rencontrer. On va rester de façon quand même assez en surface, puisque le but c'est surtout de prévenir et de renseigner sur ce que c'est et des dangers qu'il y a aux états modifiés de conscience. C'est un nom un petit peu long qui regroupe un petit peu tout ce qu'il y a dans les états de transe, donc les subspace, les dumb space, les rub space, les little space, les pet space, tous les espaces dans lesquels on peut être et dans lesquels notre conscience n'est pas tout à fait la même. Donc on va le voir en 4 grandes parties. D'abord une petite explication sur ce que sont les EMC. Ensuite, la façon dont ça va se manifester chez les gens et ce que ça entraîne, les limites des EMC, comment est-ce qu'on peut expérimenter un EMC, parce que c'est une partie qui va être très importante. Et en dernier, on verra les sources. De toute façon, les sources, je pense que je les redonnerai à l'écrit et seront laissées à la disposition de tout le monde. Et l'écran étant filmé en même temps que le son, s'il y a besoin, on pourra le retrouver sur la vidéo YouTube, il n'y a aussi aucun souci, ne vous inquiétez pas. Alors, de façon très abrupte, un EMC, donc c'est un état mental différent de l'état de conscience ordinaire. Donc c'est ce qui est comme c'est écrit, c'est-à-dire que ça représente une déviation dans l'expérience subjective ou dans le fonctionnement psychologique par rapport à certaines normes générales de la conscience et l'état de veille. C'est une phrase très barbare pour dire qu'en fait, quand vous êtes en EMC, vous avez un comportement qui va différer de tel que vous êtes dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que, par exemple, pour les personnes qui expérimentent le pet space, vous allez d'un coup vous mettre à aboyer si vous êtes un puppy ou un dogo, chose que vous ne feriez pas sur votre lieu de travail ou à l'école, par exemple. Les EMC, on les retrouve dans tout un tas de choses très différentes. Donc on les a dans les rêves, alors dans les rêves profonds, on les a dans les transes, on les retrouve en cas d'expérience de mort imminente. Alors là, on va plus parler d'états altérés que d'états modifiés, sauf si l'expérience de mort imminente est volontaire. Mais bon, ça après, on est sur du détail de langage. Il y a plusieurs états de conscience. Donc, il y a les états de conscience naturels, celui où on est en sommeil paradoxal. Tout ce qui est état de conscience altéré, donc au niveau des pathologies psychologiques, ça va être par exemple le cas de la schizophrénie. Ça peut être le cas des troubles de persécution, de toutes ces choses-là. Ça peut être tous les états modifiés volontairement. Donc nous, c'est ceux qu'on va regarder aujourd'hui, qui sont ceux qu'on atteint par la méditation, par l'hypnose ou l'auto-hypnose, par la sophrologie, qu'on atteint quand on est en mesospace, voilà, toute cette partie-là, et tout ce qui est provoqué, donc qui est en état d'accident, par exemple quand vous avez un accident qui est très grave et que vous ne ressentez pas la douleur, ou donc les expériences de mort imminente. Ça, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Alors sur la chaîne YouTube, je pense que je vais fonder une chaîne YouTube qui aura tout simplement le même nom que ce Discord, ou sinon de toute façon la vidéo sera sur une autre chaîne en non référencé, mais le lien sera remis sur ce serveur-là, pour que vous puissiez rapidement y accéder, que vous n'ayez pas besoin de la chercher pendant 3000 ans et qu'elle puisse aussi être partagée facilement. Est-ce que jusque-là c'est tout bon pour tout le monde et est-ce que tout le monde suit ? Comme je vous ai dit, la définition d'un EMC, c'est quand même quelque chose qui est à la fois très simple et compliqué. C'est tout ce que vous avez quand vous n'êtes pas dans votre état normal. Ça peut être ça. Maintenant, le comportement sous alcool, par exemple, ne va pas rentrer dans un EMC. En revanche, le comportement sous psychotrope rentre dans un EMC. Alors, je vais laisser Impératrice finir d'écrire. Et on va passer à la suite, si c'est bon pour tout le monde. Et bien c'est bon pour tout le monde, c'est merveilleux, je suis contente de ne pas vous perdre. Si jamais il y a un moment je vais trop vite, surtout vous n'hésitez pas à me le dire, vraiment c'est l'avantage où là on n'est pas très nombreux, c'est qu'on peut interagir facilement, il faut en profiter. Alors, les manifestations et conséquences d'un EMC. Pour ceux qui ont déjà expérimenté un EMC,
Vous allez le reconnaître tout de suite. Pour ceux qui ne l'ont jamais expérimenté, pour vous le décrire de la façon la plus générale et la plus globale possible, parce qu'il faut savoir que les EMC sont différentes en fonction de chaque personne, sont différentes en fonction de votre état d'esprit et sont différentes en fonction des intentions que vous mettez dedans. Donc c'est-à-dire que le pet space est très différent du subspace, qui est très différent du mesospace, qui est très différent du dumb space. En très gros, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une dissociation entre le corps, l'esprit et l'environnement. C'est-à-dire que soit vous n'allez plus avoir aucune idée de l'endroit où vous êtes, soit vous n'allez plus avoir aucune conscience de votre corps, des mouvements que vous effectuez ou ce qui peut vous arriver, ce qui peut être le cas d'hypnose, par exemple, les hypnoses thérapeutiques, ou alors votre esprit va être totalement différent, vous allez être complètement une vache, par exemple, dans le cas du pet play avec des vaches. On va observer aussi une modification du comportement. Alors, la modification du comportement, elle peut aller de très importante à extrêmement minime. C'est là où on commence à apercevoir en fait les dangers qu'il y a autour des EMC, c'est-à-dire que comme on a une dissociation entre l'esprit et le corps, il peut se passer 1 milliard de choses dans notre tête que le corps ne va pas traduire. C'est-à-dire qu'en état de EMC, vous pouvez être extrêmement bien et être tout à fait impassible, comme vous pouvez être extrêmement mal à l'aise, mal, ou être en état de souffrance et que votre corps traduise au contraire que vous êtes dans une situation agréable. C'est pour ça que les EMC sont quelque chose de très important à connaître, tout simplement parce qu'en fait ça vous tend des pièges un petit peu partout et comme les limites sous EMC sont modifiées, il peut y avoir des accidents qui arrivent qui sont extrêmement regrettables et qui peuvent laisser des traumatismes. Par exemple, quand vous entrez en subspace, vous avez certaines personnes qui ne vont plus avoir... Alors, c'est pas tellement qu'elles vont plus avoir de limites, c'est que ces personnes ne vont plus être capables de dire non. Donc, la négociation que vous avez fait avant votre séance, si vous renégociez pendant et que la personne est en EMC, ces réponses n'ont absolument aucune valeur. Ce qui compte, c'est la négociation qu'il y a eu avant. C'est pour ça qu'on ne renégocie jamais en séance. J'ai mis tout à l'heure à part le mesospace, puisque le mesospace est induit en fait par un espèce de shoot aux hormones monstrueux, aux endorphines dues aux impacts. Donc en fait, la douleur physique pour votre cerveau va réagir en sécrétant entre autres des endorphines. Et quand vous avez beaucoup d'endorphines, vous êtes complètement shooté. C'est comme si vous aviez trop bu. C'est ce qui se passe dans le cas d'un accident grave, par exemple. Donc tout est beau, tout est merveilleux, parce que toutes vos limites sont dans un petit coin. Le problème, c'est qu'une fois que vous sortez de votre état de modifié de conscience, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé et vous avez une confrontation entre quelles sont vos limites propres à vous et la façon dont vous étiez à ce moment-là. Et croyez-moi, c'est une expérience extrêmement désagréable. Donc je vous recommande au mieux l'éviter. Et donc pour venir toutes les manifestations, on va avoir en fonction des personnes, parce que c'est pareil, je ne peux pas vous donner de grandes lignes, de dire à chaque fois vous avez les yeux qui partent, qui deviennent troubles, parce que la personne, on sent dans son regard qu'elle n'est plus vraiment là, elle se met à sourire bêtement, elle met du temps à répondre, elle a des temps de réponse qui sont incohérents, elle a une façon de compter les secondes qui sont incohérents. Tout ça, ça va être des signes et des indices. Mais quand vous allez vous retrouver face à une personne qui est en EMC, si jamais vous n'avez pas discuté avant avec cette personne, et si jamais cette personne ne vous a pas dit, voilà, moi par exemple, mon subspace, il se manifeste de cette façon, je rigole pour rien. En fait, il faut que la personne en face vous donne des espèces de jalons à suivre. Et pour pouvoir donner ces jalons, il faut aussi très bien se connaître. Alors, je vois que Blackpink a une question. Alors, l'EMC, ça dure de 1 seconde à... vous prenez les personnes qui prennent du LSD, elles peuvent ne jamais redescendre de EMC. Maintenant, dans le cadre du BDSM, l'aftercare est là justement pour redescendre de EMC, mais ça peut durer plusieurs heures sans aucun problème. Ça dépend vraiment des personnes, c'est-à-dire que après un EMC, vous allez être rincé de chez rincé. Donc en fait, il y a juste un moment où vous allez juste plus en pouvoir. Je
J'en arrive justement à parler de l'aftercare. C'est très bien que tu aies posé cette question, Blackpink Girl, sur les durées moyennes de MC, parce qu'effectivement, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut définir. Mais sur la fin d'un MC, l'aftercare est extrêmement important. C'est pour ça qu'on vous bassine avec dans le BDSM. C'est tout simplement parce que comme c'était un moment, si tout s'est bien passé, où vous êtes euphorique, où c'est super, c'est comme si vous vous réveillez d'un rêve. Il vous faut le temps d'arriver, il vous faut le temps d'atterrir, il vous faut le temps d'émerger, il faut le temps de vous reconnecter avec tout ce qui se passe parce que d'un coup la lumière devient très agressive, les bruits deviennent très agressifs. Pour certains, c'est tout simplement le contact qui reste extrêmement compliqué. Donc c'est vraiment en fonction de vous. Pour expérimenter un EMC, parce que ça reste la façon la plus safe de communiquer là-dessus, c'est de l'avoir soi-même expérimenté, de savoir comment on est dans un EMC et de se connaître et de dire à son partenaire, en fait voilà, quand j'entre un EMC, je suis comme ça. C'est là où on a la responsabilité des deux personnes, c'est-à-dire que si jamais vous entrez en EMC alors que vous n'en avez pas discuté avant, c'est pas quelque chose qui se contrôle. Bien sûr, c'est pas quelque chose après lequel vous pouvez. Alors, plus vous allez avoir envie d'entrer en EMC, plus c'est quelque chose qui pourra se produire. Maintenant, il y a des fois, ça va se passer et vous n'allez pas sentir le truc venir. C'est là où les safe words vont être très importants, mais c'est là aussi où le fait que l'autre check régulièrement si tout aille bien est extrêmement important. Puisque avec ces petites questions, en fait, le fait de vous poser des questions qui ne sont pas forcément des réponses en oui/non, mais plus sur des réponses ouvertes, ça vous force à réfléchir et ça peut vous forcer à réatterrir. C'est quelque chose que vous pouvez demander quand vous êtes sur des séances de découverte avec quelqu'un. Dire voilà, je sais que je contrôle pas trop mes entrées en EMC. Ce qu'il faut, c'est que tu me demandes si j'ai envie de quelque chose, si il faut que tu me poses des questions, ou même quelle est la couleur du ciel, pour que mon cerveau se mette en marche et que je te donne des réponses cohérentes. Si je te donne des réponses qui sont pas cohérentes, c'est que j'entre en EMC et je préfère qu'on arrête la séance là. Ça, c'est la façon la plus safe de le faire. Maintenant, si vous avez une personne en face, vous supposez que cette personne est en EMC, vous savez pas trop bien la gérer, le plus simple, c'est d'arrêter là également. Et puis, quitte à la faire redescendre et à recommencer un peu plus tard. C'est pas grave, on a le temps, on n'est pas pressé, c'est pas une compétition, tout va bien. Pour expérimenter un EMC, alors il faut savoir que là, ce que je vous mets, c'est des audios, des vidéos, et donc un serveur Discord, mais qui est anglophone. Alors il me semble qu'il y a une communauté française dessus, mais qui est quand même très réduite. C'est basé sur l'hypnose et sur une hypnose très légère qui va permettre d'expérimenter cette sensation et de voir comment vous réagissez. Ça peut ne pas fonctionner sur tout le monde parce que pour entrer en EMC, il faut avoir un énorme lâcher-prise. C'est-à-dire que d'un coup, votre conscience, elle lâche complètement prise, elle n'est plus là, votre libre arbitre, il n'est plus là. Et c'est une partie de vous qui va parler. Ça peut être la partie instinct, quand on fait du primal, par exemple. Ça peut être la partie soumission, quand on entre en subspace. Ça peut être la partie sadique, quand on est en séance d'impact en tant que top. Ça peut être toutes ces choses-là. Et il y a un lâcher-prise à avoir, qui n'est pas évident, qui peut faire extrêmement peur, puisque comme on n'a plus vraiment de limites et qu'on sait qu'on va plus avoir de limites, il faut être sûr qu'on arrive aussi à respecter les limites de la personne en face. Pour le coup, le plus simple, c'est d'avoir chacun son safe word, de le donner à l'autre et pas forcément d'imposer un seul safe word. C'est-à-dire que si vous avez un top qui a un safe word qui est banane et un bottom qui a un safe word qui est abricot, il faut que si jamais il y a un problème, par exemple le top entre en sadic space et ne retient plus ses coups, il faut que le top puisse donner banane le safe word du top. Le bottom, pardon, il faut qu'il puisse donner le safe word du top. Parce que en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous entrez en transe, vous ne pouvez pas faire des choses qui sont contre votre conscience. C'est pas possible. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller assassiner quelqu'un de sang-froid. C'est pas possible. Donc, si vous avez votre safe word qui est prononcé et qui est le vôtre, vous allez immédiatement sortir de votre EMC parce que votre cerveau est comme ça, il a ses propres jalons de sécurité. Dans le cas d'une hypnose profonde, là c'est un petit peu pareil, parce que l'hypnose en fait fait appel à l'imagination, et c'est-à-dire que par exemple une personne qui va vous hypnotiser va jamais vous dire là tu vas te mettre tout nu dans la rue. Non, il va te dire
T'imagines, t'es dans ta salle de bain, tu vas te prendre une bonne douche bien chaude après le travail, donc tu te prépares à aller à la douche. Et là, tu vas te déshabiller. C'est pour ça que quand vous faites de l'hypnose profonde, si c'est quelqu'un en qui vous avez une confiance, alors il faut quand même avoir une grande confiance, hein, puisqu'on peut faire énormément de choses quand on hypnotise une personne. Il faut avoir ce qu'on appelle un wound spotter, c'est-à-dire que ça va être une personne témoin qui, elle, ne sera pas sous hypnose, qui sera dans son coin, qui n'interagira pas, qui ne fera pas de bruit, qui ne fera pas de commentaires, qui ne cherchera pas votre regard, qui ne vous touchera pas, mais qui sera là pour surveiller que tout aille bien. Que ce soit que vous vous mettiez vous-même en hypnose profonde, puisque c'est quelque chose qui est complètement possible en fait en fonction de votre réceptivité, avec des audios, des vidéos ou même des écrits hypnotiques. On peut entrer en hypnose profonde. Après, les audios sont prévus pour avoir des triggers qui font sortie d'hypnose à la fin de l'audio, idem pour la vidéo, idem pour le texte d'ailleurs. Mais on peut aussi se faire hypnotiser par quelqu'un, ça, il n'y a pas de problème. Donc je vous recommande le serveur Érotique Hypnose qui regroupe une grande communauté d'hypnotisés et d'hypnotiseurs, hypnotiseuses qui est hyper active. Donc si vous avez des questions, besoin de ressources, quoi que ce soit, c'est génial. Au niveau de YouTube, vous avez la chaîne Arch qui vous explique comment fonctionne l'hypnose, c'est-à-dire que ça va vous permettre d'entrer plus en détail sur l'auto-hypnose, sur les états de transe, la méditation, ce genre de choses. Et donc qui vont adapter. Alors, les EMC vont pas être abordés sur les chaînes YouTube. Dans le cadre du BDSM, ils le seront sur le serveur Érotique Hypnose et sur les 2 ressources audio anglaises, mais pas sur les YouTube. Donc la chaîne Arch va vous expliquer comment ça fonctionne en fait dans votre cerveau, et la chaîne France Hypnose, lui, il va vous donner des petits trucs un peu rigolos pour que vous ayez le bras qui se lève tout seul. Il va vous donner des petits tips pour apprendre à vous endormir plus facilement. Et il me semble qu'il fait également des cabinets ouverts, c'est-à-dire qu'il va mettre des personnes en état d'hypnose et montrer quelles sont les réactions de ces personnes pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui est valable pour une personne ne le sera pas du tout pour vous. Et la façon dont vous êtes sous un EMC à un instant T ne garantit pas la façon dont vous serez un instant T plus 2. C'est quelque chose qui est extrêmement variable puisque ça dépend de votre imagination, de votre état mental, des intentions qui sont mises également dans l'EMC. C'est toutes ces choses-là qui vont être prises en compte. Et après, donc Internet, qui elles sont vraiment ces 2 sites sur lesquels vous avez des audios qui sont gratuits, qui sont très axés sur l'érotique. Ça, c'est pour donc les très très grandes lignes. Ensuite, donc, je vais prendre les questions qu'on avait. Plus précisément, donc, est-ce que le subspace et le dumb space sont de nature différente? Et est-ce que du coup on pourrait dire que toute personne ne peut y accéder, et donc il y a des personnes qui sont physiologiquement incapables d'atteindre l'un ou l'autre des états, ou bien ce serait d'un autre ordre l'accès même? Donc ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'en fait les EMC, ça permet de regrouper un ensemble d'états de conscience, et il y en a une infinité. Ils sont par nature différentes dans le sens où les intentions ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que les intentions dans le dumb space pour les personnes avec lesquelles j'ai pu en parler sont soit d'être dans la domination d'une personne, ça peut être aussi d'être dans le contrôle psychologique d'une personne, dans le contrôle physique, ça peut être d'avoir juste un ascendant, ça peut être d'être juste au-dessus, ça peut être de contrôler le plaisir qu'elle prend, ça peut être tout un tas de choses, et les intentions que vous avez dans un subspace vont plutôt être de donner du plaisir, mais par la soumission. Donc c'est une façon de fonctionner, c'est un mécanisme qui est très différent. Et c'est pas parce que vous êtes switch et vous arrivez à rentrer en subspace que vous arriverez à rentrer en dumb space. Les dumb space sont assez rares en séance IRL, parce que généralement les personnes qui dom sont des personnes qui cherchent le contrôle, et donc se lâcher et perdre le contrôle de soi, c'est quelque chose qui peut être un petit peu contre-intuitif. Donc c'est du coup le dumb space, c'est quelque chose qui est moins répandu en tout cas que le subspace, en cherchant déjà le subspace des personnes qui vont expérimenter le subspace, il n'y en a pas forcément énormément. C'est pas quelque chose que vous allez avoir une fois que vous l'avez déclenché, c'est pas quelque chose que vous aurez forcément à
à chaque séance. Moi, par exemple, je suis très sensible aux EMC, j'entre facilement en subspace. Je rentre pas en subspace à toutes les séances. Absolument pas. Il y a des personnes qui vont avoir 20 ans d'expérience dans le BDSM et qui auront expérimenté 3 subspaces. Ensuite, la dynamique du Masospace, donc ça c'est ce que je vous disais, celle-là elle est très particulière parce qu'elle est induite physiquement, c'est-à-dire qu'elle est induite comme avec une drogue. Mais encore une fois, si vous ne lâchez pas prise, ça donnera, enfin, vous allez juste avoir mal en fait, et ça va s'arrêter là. Euh, si, enfin, vous n'allez pas passer un moment très agréable, quoi. Euh, le Rob Space, lui, il va être toujours dans le lâcher prise, mais là on est sur un lâcher prise physique, c'est-à-dire qu'il faut se laisser aller aux cordes, il faut que le corps arrête de lutter contre les cordes. Et petit à petit on flotte, mais parce qu'en fait on a le corps qui se détend complètement et la pression des cordes fait un peu la même chose qu'avec les morsures et avec l'impact. Vous avez une sécrétion d'endorphine et de sérotonine qui vous shoot. Mais oui, enfin voilà, c'est ça, Impératrice, c'est complètement paradoxal, c'est-à-dire que pour atteindre le Dom Space et avoir cette sensation de contrôle absolu, il faut complètement accepter de perdre le contrôle. C'est vrai que ça peut avoir un côté flippant de se dire je suis en Dom Space et en fait je me contrôle pas, je suis pas moi-même. Il faut pas oublier que quand vous êtes quelqu'un de bienveillant, vos intentions resteront bienveillantes en EMC et il faut surtout pas hésiter à prévenir la personne en face et à dire voilà, quand j'entre en home space, j'ai des fois, je ne contrôle plus ce que je fais, je vais me mettre à taper plus fort ou plus vite ou je prends le cas de l'impact, mais ça peut être, je vais avoir du trash talk qui va être très cru. Je peux oublier les soft limites que tu m'as données. C'est quelque chose qui est possible. N'hésite pas à donner ton safe word. Vous pouvez mettre en place l'échelle de couleurs. Euh, Ne pas hésiter à le dire, c'est aussi désacraliser le fait de dire son safe word, qui est quelque chose qui est pas, c'est pas la fin du monde, le fait de dire son safe word. Le fait, si vous êtes sur une échelle de couleurs, le fait de dire jaune, par exemple, pour dire là c'est bien, mais pas plus, c'est ok, c'est de la communication, c'est quelque chose de sain. Dire rouge, en fait là c'est trop, on arrête, c'est pas grave, c'est ok aussi. Il n'y a aucun souci et c'est pas la fin du monde. Et si jamais il y a une limite qui est dépassée, il faut pas hésiter à pouvoir en parler après. Déjà pour comprendre pourquoi est-ce qu'elle a été dépassée et aussi pour s'assurer que tout va bien pour la personne dont la limite a été dépassée, que ce soit la personne top ou la personne bottom. C'est des choses qui peuvent arriver en EMC. Le fait que vous avez une conscience qui est tout à fait différente de celle que vous avez d'habitude fait que vous pouvez arriver à oublier les limites de votre partenaire. Malheureusement, ce sont des choses qui arrivent. Ça fait pas de vous quelqu'un d'atroce. Si vous vous arrêtez au safe word, tout va bien. Mais c'est pour ça que quand vous êtes face à une personne avec qui vous allez faire vos premières séances, on évite de faire des premières séances hardcore. C'est-à-dire que si vous faites de l'impact, on évite de se faire de l'impact pendant 2 heures à une première séance. Ça, il faut pas, ça, il faut arrêter. Il faut y aller tranquillou, il faut le temps d'apprivoiser la personne, il faut le temps de s'apprivoiser soi-même avec la personne ou les personnes, s'il y a plusieurs personnes. Si c'est des cordes, on évite de faire une première séance en suspension avec de l'impact. C'est des choses où, quand vous avez une personne en face qui, elle, maîtrise il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais en fait, vous risquez de pas maîtriser et vos limites à vous risquent d'être franchies parce que en fait, vous avez été trop enthousiaste et c'est très dommage. Et c'est des moments où c'est compliqué de dire c'est 100% de la faute de la personne qui a franchi les limites. On arrive sur cette zone un petit peu grise où on reste humain et la communication, il faut faire au mieux et parfois c'est pas suffisant, mais le coup se rattrape derrière. Il n'y a pas de raison que si une personne vous dise ma hard limit, c'est les coups de fouet sur le visage, vous entrez en sadic space et d'un coup vous lui mettez à lui fouetter le visage. Ça n'arrivera pas. Si vous avez un hockey sur les cuisses et sur les fesses, ce qui se passera, c'est juste que vous allez fouetter plus fort ou plus vite. Si vous avez une personne qui dit le trash talk, c'est ok, mais pas tout ce qui est sexiste. Tout ce qui est sexiste, c'est pas possible. Ce qui peut se passer, c'est que vous ayez une chose qui, dans votre tête à vous, ne soit absolument pas sexiste, et ce soit des mots que vous allez prononcer, mais dans la tête de la personne en face, ça le sera. Mais ça, c'est pareil. Vous en discutez et tout se passera bien.
Je crois que c'était à peu près tout pour les questions sur le serveur. Les questions sur le formulaire, il y avait pas mal d'interrogations sur comment est-ce qu'on identifie les personnes qui entrent en subspace, en namespace, en mesospace. C'est la même chose qu'on vous répondra toujours à chaque fois, et c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est de communiquer. C'est très important, quitte à mettre la séance sur stop, sur pause, le temps de discuter, de savoir où tout le monde en est, ou être sûr que tout va bien. Il vaut mieux entrer en EMC, en descendre tranquillement et que tout se passe bien, que de rusher sa séance, de ne pas faire attention. Et de toute façon, si vous avez le moindre doute, vous arrêtez. Et puis c'est pas grave, on recommencera la fois d'après. Il n'y a aucun problème. Au pire, vous écourtez et tout va bien. Il n'y a pas de souci. Donc ça, voilà, ce sont les sources dont je vous parlais. Est-ce que vous avez des questions après cette petite conférence? Celle-ci, elle aura été rapide, elle aura duré 30 minutes. Alors du coup, je sais que je suis allée un petit peu vite sur celle-là, mais en fait, la clé des EMC, je pense que c'est profondément de se connaître et de ne pas hésiter à aller tester un petit peu d'hypnose très légère, que ce soit juste de l'hypnose de détente, par exemple, pour vous apprendre à dormir, pour voir comment vous réagissez et y aller tranquillement quand vous êtes avec des partenaires que vous connaissez pas bien. Pas forcément des personnes avec lesquelles vous vous sentez pas safe, parce que si vous vous sentez pas safe, n'y allez pas. Mais vous pouvez vous sentir safe et dire tout simplement, bah, en fait, au niveau de la communication, on n'a pas encore tout abordé, parce que tout simplement, des fois, il y a des communications, ça prend des mois et des mois avant d'être au point. Et bah, on y va pépère et on n'hésite pas à dire, ça, c'est un de mes kinks, c'est quelque chose que j'adore, mais pour le moment, je préfère ne pas faire avec toi parce qu'on ne se connaît pas assez et je suis pas assez à l'aise, on le fera plus tard, quand je serai suffisamment à l'aise, je t'en reparlerai de moi-même. Une personne qui n'est pas apte à entendre ça, ce n'est pas quelqu'un de bienveillant, c'est un giga red flag. Quelqu'un qui n'entend pas, hein, pour le moment je ne suis pas prêt, je ne veux pas le faire, vous partez dans l'autre sens, vite. Alors, la différence entre les effets de l'alcool et ceux des psychotropes. Les psychotropes, en fait, ils vont agir au niveau de vos récepteurs, de vos neurorécepteurs, en modifiant, alors en fonction de la façon dont les psychotropes agissent, qu'il y a tout un tas de psychotropes divers et variés, ceux par exemple qui vont vous donner des hallucinations visuelles vont agir donc sur vos récepteurs au niveau de la vision et sur en fait l'interprétation de ce que vous voyez. Donc là, c'est pas tellement que vous allez avoir votre façon d'être qui va être modifiée, c'est juste que vous allez vous mettre à voir des herbes qui flottent. C'est quelque chose qui est possible, avoir des ongles là où il n'y en a pas. Quand on parle de psychotropes beaucoup plus durs, comme le LSD par exemple, le LSD il va agir sur la perception de votre environnement, en plus des signaux visuels que vous percevez. L'alcool, en fait, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il désinhibe. C'est-à-dire que c'est des comportements que vous avez, mais qui vont y être à outrance. C'est-à-dire que ça peut être effectivement des parts de vous, mais en fait, les limites que vous allez avoir, ça va être des limites qui vont souvent être par rapport au regard des autres et au regard de jugement que vous portez sur vous-même. Pour moi, la différence, elle est surtout là. C'est que l'alcool va pas agir tout à fait sur les mêmes récepteurs que les psychotropes. Voilà. Alors, pour bien gérer la sortie des cas, effectivement, je suis passée très vite là-dessus. C'est là où c'est aussi extrêmement important de vous connaître. C'est que tout simplement, l'aftercare, ça dépend de chacun. Vous allez avoir des personnes qui vont aimer se faire une bouffe. Parce qu'à ce moment-là, ils vont avoir consommé énormément d'énergie et ils vont avoir besoin de se restaurer, de reprendre un petit peu de sucre, ce genre de choses. Vous avez des personnes qui vont avoir besoin de câlins, des personnes qui vont avoir besoin d'un chocolat chaud, des personnes qui vont avoir besoin de papouilles, des personnes qui vont avoir besoin d'espace aussi,
C'est-à-dire que vous allez pouvoir rester à côté de ces personnes, mais il ne faudra pas les toucher, il ne faudra pas les stimuler. C'est des personnes qui vont avoir besoin d'être un petit peu dans leur bulle, qui vont avoir besoin d'être sur leur téléphone, par exemple. Ce genre de choses. C'est des aftercare. Il y en a autant qu'il y a de combinaisons de personnes sur cette planète. Si par exemple vous avez un partenaire A qui dit moi mon aftercare ce dont j'ai besoin c'est de câlin et l'autre qui dit bah ce dont moi j'ai besoin c'est d'espace, soit on considère qu'on va pas faire de séance hardcore, soit on se dit ok est-ce qu'il y a une autre personne qui peut être présent après pour faire les câlins. Est-ce que le fait que moi j'ai besoin d'avoir mon espace c'est quelque chose qui peut être retardé un petit peu de 10-20 minutes, le temps de faire les câlins, que la personne se pose et après je vais dans ma bulle, ou au contraire, est-ce que je peux attendre mes câlins 10-20 minutes, le temps que la personne soit dans sa bulle, qu'elle redescende dans sa tête et j'accepte d'avoir mes câlins. Ça peut être ça aussi. Les aftercare, c'est quelque chose, même quand vous faites du sexe vanille, c'est quelque chose qui est là pour dire on vient de partager un moment de partage qui est quand même intense. Il s'est passé pas mal de choses et en fait, je suis encore là pour toi. T'étais pas juste là pour soulager mes envies. Tu restes un être humain et tu comptes pour moi, même après ce qui vient de se passer. C'est là où l'aftercare, c'est ça en fait que veut dire l'aftercare, c'est aussi un moment pour soi d'être capable de se dire ok, là ça a été beaucoup d'émotions en peu de temps. J'ai besoin de souffler et je sais que pour souffler, la meilleure façon que je devienne serein ou sereine, et c'est de faire comme ça, c'est de me mettre des vidéos de chats sur YouTube. Ça peut être d'écouter un podcast sur les différents types de bruits de pluie. Ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de faire de la pâte à modeler, de se mettre devant Pokémon. Il n'y a pas de... Il n'y a absolument pas d'aftercare qui ne soit pas légitime. Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'est pas possible. Quelqu'un qui vous répond non mais ton aftercare c'est n'importe quoi, moi il est hors de question que je fasse ça, bah ok, bah il est hors de question qu'on ait quoi que ce soit comme séance en fait. Alors, Inof, il n'y aura pas forcément de récap avec tous les spaces, puisque du coup c'est ce que je disais, il y a autant de spaces qu'il y a de personnes sur la planète. Mais il y a des grandes lignes qui se dégagent et surtout des intentions qui se dégagent de chaque space. C'est aussi pour ça que par exemple le Little Space, je suis pas beaucoup passée dessus, parce que c'est un moment de régression qui est quelque chose... la régression qui est pas mal utilisée d'ailleurs dans le traitement des traumas. Et le fait de passer en Little Space, c'est un moment où vous oubliez toutes les injonctions qu'on a quand on est quelqu'un qui grandit. Et c'est quelque chose qui est extrêmement agréable d'ailleurs. Alors, l'article Aurélien que tu partages, je pourrais prendre le temps de le lire et de le linker. Mais en fait, ce qui est très compliqué, c'est que les EMC, comme on est sur de l'hypnose, que ce soit de l'hypnose érectionnelle, de l'hypnose chamanique, de l'auto-hypnose, de l'auto-trance, toutes ces choses-là, on reste sur des choses qui... alors, il y a quelques études scientifiques qui sont sorties, notamment au niveau de l'étude des émissions des ondes bêta et θ du cerveau, qui montrent par exemple qu'en état de sommeil profond, vous avez une émission, enfin le cerveau fonctionne différemment et émet des ondes de nature différente de quand vous êtes en sommeil léger. Donc ils sont en train petit à petit de se pencher sur les EMC pour qu'on ait une explication scientifique sérieuse de ce qui se passe. Maintenant, il y a pas mal de ressources qui en discutent, des philosophes qui en parlent, mais vous ne trouverez pas un article avec une étude scientifique à proprement parler, parce que c'est pas forcément une priorité déjà au niveau de la recherche et des financements. Et surtout, on est sur quand même quelque chose qui est très compliqué à mesurer, qui est la conscience, qui tient plus du domaine de la philosophie que de la science. Alors, pour revenir un petit peu sur l'aftercare, pour voir la qualité de la descente dans l'aftercare, en fait, si vous arrivez à voir les modifications de comportement chez la personne, vous allez continuer en fait à faire ces espèces. Si la personne a été capable de vous dire, moi dans mon aftercare par exemple, les 10 secondes je les compte en EMC, je ne sais pas compter 10 secondes normalement. C'est-à-dire, comme il y a une modification du temps, c'est quelqu'un qui va pouvoir compter, si je vous fais sur 5 secondes, 1, 2, 3, 4, 5. C'est extrêmement exagéré.
Mais l'idée, c'est que ça va pas être des secondes précises. On voit bien que c'est totalement anarchique. En revanche, quand elle va descendre petit à petit, elle va se remettre à compter normalement. Si c'est quelqu'un... Moi, je sais que par exemple, ce qui est très parlant pour vérifier si je suis en EMC ou pas, c'est mon temps de réponse. À une question très simple, hein, même est-ce que ça va, est-ce que le ciel est bleu, plus je vais mettre de temps à répondre, plus je vais être profondément dans mon EMC. Et donc pour voir que j'en suis sortie, il suffit de me demander est-ce que t'es chaud pour manger un McDo? Je suis toujours chaude pour manger un McDo. Et normalement, je réponds en un quart de seconde. Tant que j'ai pas répondu en un quart de seconde, c'est que je suis encore dedans et qu'il me faut encore le temps d'atterrir. Alors, effectivement, Ponypink, tous les spaces ne sont pas à mettre dans le même panier. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai mis à part, par exemple, le Maze Space. Et l'hypnose ne permet pas de rentrer dans tous les spaces. C'est vrai que c'est un raccourci que j'ai fait, parce que l'hypnose permet d'expérimenter les EMC et de voir comment vous allez pouvoir réagir sous EMC. Mais tous les spaces sont différents, et tous les spaces sont différents en fonction de la personne et en fonction de son état. C'est pour ça que je les ai pas détaillés, mais ils sont pas comparables. C'est vrai que j'ai peut-être pas insisté là-dessus, mais dans tous les cas, c'est des états de conscience qui sont sur des plans différents, et en donner une définition précise pour chacun d'entre eux, c'est impossible. Par exemple, vous avez celui qui est le book space, le moment où vous êtes en train de lire un livre qui est particulièrement passionnant, et vous êtes capable de voir les mots. C'est-à-dire que quand l'auteur décrit il se retrouva face à la mer, vous êtes face à la mer. Ça, c'est un espace aussi, et que vous n'avez pas, qui n'a rien à voir avec le BDSM, qui n'a rien à voir avec le sexe, qui n'a rien à voir avec une sécrétion d'endorphine, qui est due à la concentration, qui est une sorte de méditation, en fait, tout simplement. Donc je suis d'accord avec toi, Ponypink, on ne peut pas mettre tous les spaces dans le même panier, complètement. Bon, effectivement, le Jap à volonté, Kermit, c'est aussi une valeur sûre. Alors, quoique, vu que c'est très riche, enfin ça pèse sur l'estomac, je ne suis pas sûre. Alors, c'est vrai que j'en parle de façon très binaire, Aurélien, t'as raison, on est en EMC ou on n'est pas. Le truc, c'est que l'EMC, vous n'avez pas de... C'est pas comme un feu piéton, par exemple. Vert, vous êtes en EMC, rouge, vous n'êtes pas dedans. C'est un état dans lequel vous glissez beaucoup, et vous y êtes profondément, ou vous pouvez y être très légèrement. Vous pouvez ne pas y être du tout, vous pouvez y mettre un pied, en ressortir, puis re-rentrer 5 minutes après dedans, et en ressortir également. C'est effectivement, comme ce que tu dis, Aurélien, est très juste, c'est que c'est pas linéaire du tout. C'est quelque chose qui est très dépendant de la situation. Ça peut être sinusoïdal, ça peut être linéaire. Quand tout se passe bien, ça peut être linéaire, il n'y a pas de souci. Enfin, du coup, ça va plus être une forme de courbe, c'est-à-dire qu'on rentre dedans, on plane, et puis on en ressort tranquillement. Mais effectivement, c'est pas une science exacte, c'est pas quelque chose qui peut se quantifier, c'est pas quelque chose qui peut se mesurer. Et c'est pour ça, au final, que la communication est extrêmement importante. Et c'est aussi pour ça que je parlais Ponypink d'hypnose, c'est parce que c'est ce qui permet de l'expérimenter de façon la plus simple. Voilà, c'est uniquement pour ça. Je pense que si quelqu'un vous connaît bien et connaît bien l'hypnose, il doit pouvoir vous faire entrer en subspace grâce à l'hypnose, mais c'est loin d'être le moyen le plus efficace. Oui, bah c'est ça Aurélien, linéaire en disant continu, t'es pas forcément, tu peux être tout le long en dumb space comme pas du tout. Ça peut être qu'à des petits moments, que des petits pics, tout à fait. L'intensité sera pas la même si par exemple vous êtes en EMC pendant 4 heures, vous pouvez avoir 3 heures qui sont très light, 3 minutes qui sont hyper intenses, et du coup 57 minutes qui sont moyennes en intensité et sans qu'elles s'enchaînent, hein. Ça, y a aucun problème. Est-ce que du coup j'ai répondu à toutes vos questions